Immuables, les pyramides de Gizeh près du Caire livrent au monde un témoignage unique. La grande pyramide, la plus ancienne et la plus imposante de toutes, est restée inégalée pendant 4000 ans. On estime qu'il a fallu hisser et transporter plus de 3 millions de blocs de calcaire, pesant pour certains jusqu'à 15 tonnes. Devant la perfection quasi miraculeuse des pyramides, les voyageurs occidentaux se sont souvent demandé qui les avait construites et pourquoi. Jamais un simple mortel n'aurait pu soulever des blocs aussi lourds. Était-ce l'œuvre du Créateur lui-même, qui aurait dissimulé à l'intérieur ses plans divins? Ou bien la légendaire civilisation de l'Atlantide s'en servait-elle pour abriter son savoir immémorial? Peut-être la devait-on à des visiteurs venus d'une autre planète. Mais les experts et les mystiques avaient omis un détail. Gizeh n'est pas le seul site de pyramide. Du Caire à Assouan, sur plus de 1000 kilomètres dans la vallée du Nil, des dizaines de pyramides se découpent sur l'horizon. La plupart sont les dernières demeures des pharaons et de leurs reines. Et sont liés à leur quête d'immortalité. Le concept de pyramide tire son origine du mythe égyptien de la création. Au commencement étaient les ténèbres et un océan informe. Du chaos primordial, une butte a émergé. Et sur cette butte est apparu le dieu soleil Ré, personnification de la vie et de l'énergie, de la lumière et de la chaleur. Ré a traversé le ciel, et au soir il a replongé dans l'abîme pour renaître à l'aube le matin suivant. Les Égyptiens espéraient qu'en unissant leur âme au dieu solaire, ils pourraient eux aussi prendre part au cycle de la vie éternelle. La pyramide était un véhicule pour accéder à l'immortalité, une machine à ressusciter. Elle représentait le mont de la création et faisait partie d'un rituel complexe qui devait assister le pharaon durant son voyage dans l'au-delà. Il n'existe pas deux pyramides semblables. Sur les murs du tombeau du roi Ounas, on a découvert un véritable guide de l'immortalité, les textes des pyramides, qui réunissent incantations et formules magiques. Une pour débarrasser le pharaon de ses péchés, car une âme souillée ne peut accéder à l'éternité. Une pour le protéger des scorpions et des serpents qu'il pourrait rencontrer au cours de son périple. Une pour annoncer son arrivée au dieu soleil Ré. La tombe d'Ounas montre une vision extraordinaire de l'au-delà. Ces machines à ressusciter, issues de la terre et de la psyché du peuple égyptien,
sont longtemps restées aussi mystérieuses que ceux qui les ont construites. La première pyramide égyptienne domine un ancien cimetière à Saqqara, à une quinzaine de kilomètres au sud du Caire. La pyramide à degrés est aussi la première structure en pierre d'une telle hauteur. Dédiée à la résurrection du roi Djoser en 2610 avant Jésus-Christ, la pyramide à degrés était un édifice totalement nouveau. Avant, les Égyptiens construisaient leurs monuments en briques de limon et en bois. Mais ils avaient bâti là une pyramide entourée d'un vaste complexe de chapelles et d'une enceinte de pierre destinée à braver le temps. Le cerveau créateur du complexe funéraire du roi Djoser était son ministre et architecte Imhotep. Son invention valut à l'érudit le titre de vizir, le faisant accéder aux plus hautes fonctions du royaume. Par la suite, il fut même vénéré comme un saint. Cependant, récemment, au cimetière royal d'Abydos, une découverte a donné naissance à une nouvelle hypothèse sur l'origine première des pyramides. « 500 ans avant l'avènement des pyramides, les premiers rois d'Égypte se faisaient enterrer à Abydos, sous des tertres rectangulaires de sable et de gravier. Depuis 1995, Gunther Dreyer de l'Institut archéologique allemand et son équipe ont mis à jour la tombe du roi Rasserémoui qui régnait sur l'Égypte vers 2680 avant Jésus-Christ. C'est la plus grande tombe royale d'Abydos. Elle comporte de nombreuses chambres souterraines dignes du roi qui y reposait. La tombe est en briques crues. Elle a environ 65 salles et fait une soixantaine de mètres de longueur. Les plafonds étaient faits de poutres en bois et de paille tressée et recouverts de plusieurs couches de briques. Le grand puits du tombeau était rempli de sable et au-dessus du niveau du désert s'élevait une grande butte de sable et de pierre. La superstructure nommée mastaba par les égyptologues rappelle la butte primordiale, symbole du rajeunissement. À moins d'1 kilomètre, à l'orée du désert, Rasserémoui a aussi construit une vaste enceinte de plus de 10 mètres de haut et de 400 mètres de long, une des plus anciennes constructions en briques du monde. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'un fort militaire. Les habitants de la région, eux, pensaient que c'était un entrepôt à grains, construit à la suite de la prophétie de Joseph dans la Bible, annonçant 7 années d'abondance et 7 années de disette. Aujourd'hui, tous savent que c'était le palais d'éternité du pharaon. Pour l'archéologue David O'Connor de l'Institut des Beaux-Arts de New York, c'est aussi un tour de force technique. Bien que cette immense enceinte ait 5000 ans, elle a été construite sur une vaste échelle avec beaucoup d'intelligence. De nos jours, une grande partie est encore intacte. Nous pouvons donc reconstruire le monument tel qu'il devait être à l'origine.
Par exemple, sur chaque façade, on trouvait ces séries de panneaux en retrait avec un contrefort et un renfoncement, puis un autre panneau. Ils étaient enduits de boue, de plâtre et peints en blanc. Au lieu de simples murs blancs s'élevant à 10 ou 12 mètres de haut, on avait un jeu mouvant d'ombre et de lumière qui se modifiait peu à peu au cours de la journée à mesure que le soleil poursuivait sa course au-dessus du monument. Les murs étaient une réplique de ceux qui encerclaient le palais et la cour du roi. Les panneaux représentaient sa puissance. Pendant sa vie, l'enceinte servait de décor aux fastes des cérémonies de l'ancienne Égypte. À la mort du roi, elle est devenue un gage de la foi égyptienne en la continuité. L'enceinte de Ras Seremoui est la plus grande de toutes à Abydos, mais le roi avait d'autres projets. Son désir d'accéder à la vie éternelle a fait de lui le premier des grands constructeurs de l'histoire égyptienne. Près de la pyramide à degrés de Saqqara, Jan Mathiesen du National Museum of Scotland cherche la réponse à un mystère qui intrigue les archéologues depuis des années. À l'aide d'un appareil utilisé à l'origine pour la recherche du pétrole, il enquête sur un lieu connu sous le nom de Jisr al-Moudir, autrement dit l'enceinte du chef. Dans les années 40, une photographie aérienne a révélé les contours d'une immense structure de pierre de 800 mètres de long et de presque 400 mètres de large. À la surface, il ne restait que quelques sections du mur. Nous voyons ici la face sud du mur nord, construit en calcaire de la région. Nous avons déterré 15 couches de pierre, c'est-à-dire qu'il fait environ 4,5 mètres de haut. Ensuite, le mur continue jusqu'au bout et la largeur totale de l'enceinte est d'environ 350 mètres entre ce côté-ci et en face, et d'environ 650 mètres jusqu'à la limite du site qu'on aperçoit là-bas. Sa taille fait presque 2 fois celle de l'enceinte de Djoser. C'est une construction étonnante, car si on regarde sa taille, ce doit être la plus grande construction de pierre réalisée à l'époque, il y a environ 4500 ans. Les poteries trouvées sur le site révèlent qu'il a été construit avant l'enceinte de Djoser. C'est donc le plus ancien monument de pierre. Mais dans ce cas, qui l'a construit? Seul le roi Ras Seremoui aurait pu se le permettre. Mais on ne disposait d'aucune preuve jusqu'au moment où Gunther Dreyer a fait une découverte essentielle à Abydos. Pendant nos fouilles, nous avons trouvé beaucoup d'empreintes de sceaux avec des inscriptions, et plusieurs d'entre eux portaient le nom du roi Djoser. Nous pouvons donc en déduire que Djoser a enterré Khâsekhemoui et qu'il devait être son successeur immédiat. C'est une découverte importante pour comprendre l'évolution des tombes royales. C'est une révélation qui a comblé une lacune importante dans l'histoire de l'Égypte. Les égyptologues savaient que Djoser était le beau-fils de Ras Seremoui, mais il y avait d'autres prétendants au trône. Les sceaux n'ont pas seulement permis de déterminer qui avait succédé au roi. Maintenant, pour la première fois, les scientifiques peuvent retracer l'évolution de la pyramide depuis ses débuts.
Reprenant le grand projet de son père concernant l'au-delà, le roi Djoser est allé encore un peu plus loin. Quand Djoser a construit sa tombe, il a décidé de réunir deux éléments, une tombe et une vaste enceinte. Mais comment? Il a construit le puits de la tombe, la salle funéraire et au-dessus, la superstructure, le premier mastaba. Ensuite, le mur de l'enceinte a été érigé autour. Mais l'essentiel, le mastaba, était devenu invisible. Pour résoudre ce problème, je pense qu'ils ont construit plusieurs petits mastabas sur le premier, pour qu'il soit plus haut que le mur. Voilà comment serait née la pyramide à degrés. Un escalier se déroule pour qu'il grimpe jusqu'aux cieux, dit l'un des plus anciens écrits égyptiens. La première pyramide, issue d'une simple butte de terre, est due à une puissante vision de l'au-delà qui allait marquer à jamais le paysage égyptien. Malgré l'échec des quelques tentatives suivantes pour construire des pyramides, le monument de Saqqara allait inspirer un autre rêveur qui voulait s'approcher des étoiles. Ces ruines singulières, près du village de Meydoum, à près de 80 km au sud du Caire, marquent le début d'un nouveau chapitre dans l'évolution des pyramides. L'unique pyramide à degrés achevée après celle du roi Djoser fut aussi la dernière. Baptisée fausse pyramide en arabe, elle s'effondra à la suite de vols de pierres au cours de l'Antiquité. Mais l'homme remarquable à qui l'on doit ce monument ne s'est pas arrêté là. Snéfrou était réputé avoir été un roi débonnaire. Pourtant, ce visionnaire avait été le plus grand constructeur de pyramides égyptiens. Pour lui, Meydoum n'était qu'un début. Plus au nord, à Dachour, il a bâti deux autres pyramides. La pyramide dite rhomboïdale aurait certainement surpassé la grande pyramide de Gizeh si elle n'avait commencé à se fissurer pendant la construction. Rainer Stadelmann, de l'Institut archéologique allemand, est l'analyste des projets du roi Snéfrou. Il a examiné la pyramide mieux que quiconque et il peut expliquer avec précision ce qui s'est passé. C'était une fissure majeure. Beaucoup sont apparus pendant la construction de la pyramide, car le sol était meuble. Le roi et ses architectes étaient soucieux et contrariés. Ils ont même essayé de réduire l'inclinaison de la pyramide, ce qui lui a donné son apparence singulière, mais en vain. Il a fallu abandonner la construction.
La pyramide avait été bâtie sur une plaine sableuse sans fondation solide. Elle a commencé à s'affaisser. Pour la stabiliser, on a modifié la pente. On est passé de 54 à 43 degrés, espérant ainsi alléger l'édifice. Mais il était trop tard. À 3 km de là, Snéfrou a alors fait ériger sa troisième et ultime pyramide. Tirant une leçon de leur échec, les architectes ont construit des fondations de calcaire pour éviter qu'elles ne s'effondrent. Ils ont choisi un angle de 43 degrés, identique à celui qu'ils avaient adopté au sommet de la précédente. La pyramide septentrionale est aussi appelée pyramide rouge, en raison de la couleur du calcaire de la région utilisée pour sa construction. C'est la première pyramide véritablement géométrique et la quatrième par la taille en Égypte. Snéfrou pouvait désormais atteindre le ciel en empruntant une rampe qui brillait comme des rayons de soleil. On descend dans la pyramide par un long et étroit corridor d'à peine 1 mètre de haut. Au fond, 3 salles de plus de 12 mètres de haut, au plafond à encorbellement, sont reliées entre elles. Conçus pour supporter le poids de la pyramide, ces plafonds ressemblent à une pyramide à degrés inversés. Ils n'avaient pas pour seul but de renforcer la structure de l'édifice. Les Égyptiens pensaient qu'une pyramide à l'intérieur de la pyramide multipliait par 2 les chances du roi de ressusciter dans l'au-delà. Cette suite de 3 vastes et hautes salles a abrité la dépouille du roi Snéfrou, qui avait enfin trouvé une maison d'éternité à sa mesure. Les salles sont faites de gros blocs calcaires et le toit de plusieurs couches de dalles du même matériau, chacune avançant d'une quinzaine de centimètres. Grâce à ce procédé ingénieux, le toit pouvait supporter la masse de la pyramide. Il y a environ 2 millions de tonnes de pierre au-dessus de ces salles, mais il n'y a pas de fissures ni aucun danger. D'un point de vue religieux, le toit représente aussi le ciel au-dessus du sarcophage de bois dans lequel le roi Snéfrou repose pour l'éternité. L'une des découvertes majeures de Rainer Stadelmann à Dachour a finalement répondu à 2 questions qui préoccupaient les égyptologues depuis longtemps. Qui a construit les pyramides et combien de temps a-t-il fallu? Quand nous avons commencé les fouilles ici, nous avons découvert qu'une partie du revêtement avait été préservée. Au dos de ces blocs se trouvait le nom des équipes qui avaient construit la pyramide, par exemple la verte en égyptien Ouatchit, le nom du roi Snéfrou et des dates. Au moyen de ces dates, nous avons appris qu'au bout de 2 ans, il y avait déjà 6 gradins. 2 ans plus tard, elle faisait environ 15 mètres. Grâce à une autre date, nous savons qu'il a fallu en tout 17 ans pour construire l'ensemble de la pyramide. Nach ungefähr 17 Jahren war die ganze Pyramide vollendet. Pour construire ces pyramides, Snéfrou a utilisé plus de pierres, de harnais et d'hommes qu'aucun autre souverain de l'Ancien Empire. Mais son successeur a concentré son énergie sur une seule réalisation, la plus grande de toutes. Sur le plateau de Gizeh se dresse l'expression suprême de la quête d'éternité des pharaons.
Construites pour les successeurs de Snéfrou, Khéops, Képhren et Mykérinos, ce sont de véritables montagnes construites par la main des hommes. L'échelle surhumaine de la Grande Pyramide a valu à Khéops la réputation d'être un cruel tyran. D'après Napoléon, qui s'est émerveillé devant ce chef-d'œuvre en 1798, elle comportait assez de pierres pour construire un mur de près d'1 mètre de haut tout autour de la France. Le temps a été plus clément avec la pyramide de Képhren, qui fait une 60aine de centimètres de moins. Le revêtement calcaire originel orne toujours son sommet. On a retrouvé aussi les vestiges de plusieurs édifices qui faisaient partie du complexe pyramidal. À la base de la pyramide, il y avait un temple mortuaire où l'on déposait quotidiennement boissons et nourriture, car on croyait que même mort, le roi avait besoin de s'alimenter. De là, une chaussée d'accès d'environ 500 mètres conduisait au temple de la vallée, porte monumentale qui reliait le plateau désert aux eaux du Nil, purificatrices et dispensatrices de vie. Képhren a ajouté un élément nouveau aux pyramides traditionnelles, le sphinx, une des images les plus marquantes de l'Égypte. Un lion couché à tête d'homme qui a survécu des siècles durant pour proclamer la souveraineté du roi. C'est lors d'un voyage en Égypte, en 450 avant Jésus-Christ, que l'historien grec Hérodote apprit que les pyramides avaient été construites par des esclaves. Mais toute preuve de leur existence semblait avoir disparu, jusqu'à ce qu'un archéologue américain, Mark Lehner, commence à tracer un plan du plateau de Gizeh. Il a découvert que, loin d'être un simple camp de travail, Gizeh était autrefois une véritable communauté de la taille d'une petite ville, dont l'unique but était de servir les rois. Au sud des pyramides, un mur de pierre sépare les tombes et les temples de Gizeh de 16 hectares de désert vide. C'est là que Lehner et son équipe ont commencé leurs fouilles. En arabe, on appelle ce grand mur de pierre le mur du corbeau. Il a joué un rôle majeur dans notre décision de creuser à cet endroit. Notre site est juste au sud. Partout ailleurs dans le monde, il serait devenu un trésor national. Mais ici, à Gizeh, il a été plus ou moins ignoré à cause de la présence écrasante des pyramides et du sphinx. En fait, il est beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Nos tranchées au pied du mur montrent qu'il faisait une dizaine de mètres. Et cette porte derrière moi fait environ 7 mètres de haut. C'est peut-être l'une des plus grandes du monde antique. En 1991, ils ont creusé une tranchée mettant à jour des milliers de fragments de poterie de l'époque des pyramides. Les poteries venaient de 2 salles, d'anciennes boulangeries d'après Mark Lehner. Plusieurs pots contenaient ce qui semblait être du grain. Pour en savoir plus, il a donné le pot à l'archéobotaniste Mary-Ann Murray. Dans une cuve, la terre tombe au fond, il ne reste que les végétaux. L'analyse a confirmé qu'il s'agissait de blé, peut-être utilisé pour faire du pain. Les boulangeries étaient rattachées à l'arrière d'un bâtiment en briques de boue, entouré d'un mur d'1,50 m d'épaisseur. À l'intérieur, sur les pavés d'argile du désert qui recouvrent le sol, ils ont trouvé de petits bancs et des bacs inattendus. La surprise initiale de Lehner et de son équipe a disparu après avoir étudié le sol avec plus d'attention.
En grattant le sol avec ces couteaux suisses de l'armée, nous avons découvert des dépôts fibreux très fragiles qui étaient en fait des ouïes et des morceaux de boîtes crâniennes de poissons. En regardant au microscope la terre qui se trouvait dans les bacs, nous avons constaté qu'elle était pleine d'arêtes éparpillées. Il semblerait qu'à l'intérieur de l'enceinte du bâtiment en briques se trouvaient des installations destinées à la préparation du poisson. Lehner et son équipe ont rapidement compris qu'ils étaient tombés sur les cuisines où l'on faisait à manger pour les constructeurs des pyramides. À proximité, un ancien cimetière témoigne de l'existence des légions d'artisans et d'ouvriers restés pour servir le défunt roi. Certaines tombes construites avec des restes de pierre des pyramides sont des mastabas en miniature avec de minuscules cours et des fausses portes portant le nom du propriétaire. Les autres sont de simples tombes surmontées d'un dôme, pâle reproduction des pyramides. Mais toutes étaient des machines à ressusciter. Zahi Hawass, le directeur des pyramides de Gizeh, a fouillé l'ancien cimetière des ouvriers. Les murs gravés de certaines tombes nous ont permis d'en apprendre un peu plus sur la vie de ces gens autrefois inconnus. Cet homme s'appelait Nefertis. Il avait 2 femmes et, chose rare, elles vivaient toutes 2 avec lui. Il avait quelque chose comme 11 enfants. Le plus intéressant est que sa femme principale, avait un titre et elle tissait. Sous la 4e porte, il y a une scène inédite jusque-là dans une tombe. Cet homme fait du vin, celui-là de la bière. Sur l'autel des offrandes, il est question de 4 sortes de vin et de 5 sortes de bières différentes. L'alimentation des ouvriers et des rois de l'ancienne Égypte se composait surtout de pain et de bière. Je pense que cet homme était responsable de la boulangerie située à l'est des tombes des ouvriers. Jusque-là, on a mis à jour près de 600 tombes. Il semble que le mur du corbeau traçait la limite entre le sol sacré des pyramides et le monde profane de ceux qui les construisaient. On estime qu'il a fallu 20 000 Égyptiens pour construire une seule des pyramides de Gizeh. Aucun autre édifice ne les a jamais égalés. Les pyramides de la dynastie suivante ont souffert des méfaits du temps. On appelle ces tombes en ruine les pyramides oubliées. Situées au sud de Gizeh, à Abou Sir, elles sont plus petites que les précédentes et en plus mauvais état. Leur revêtement calcaire a été arraché à l'époque romaine. En 1893, des paysans de la région qui creusaient au milieu des pyramides ont trouvé 300 fragments de papyrus. Il était difficile de les déchiffrer. Aussi, ils ont bientôt été dispersés et oubliés. Mais en 1976, l'un d'eux a attiré l'attention d'un archéologue de la mission tchèque qui explorait Abou Sir. Le papyrus mentionnait le temple funéraire d'un roi peu connu, nommé Ranéferef ou Néferefré, dont la tombe n'avait jamais été retrouvée. Werner pensait que le temple se trouvait sous une tonne de sable près d'une pyramide inachevée. Les premiers archéologues croyaient à tort qu'elle était inutilisée. Werner a découvert à sa base un véritable temple mortuaire où était dissimulée une collection de sculptures de la 5e dynastie unique à ce jour. Il y avait entre autres une statue du roi en calcaire peint, la tête protégée par le dieu faucon Horus. Il a fallu plusieurs saisons pour mettre à jour le complexe pyramidal.
En ce moment, nous fouillons la pyramide. Nous avons découvert l'entrée qui mène à l'appartement funéraire de Raneferef. D'après ce que nous avons trouvé dans le corridor en pente qui descend à la salle sépulcrale, nous pouvons espérer qu'elle contient les restes du matériel funéraire du roi. Předpokládáme na základě dosavadních nálezů, které se nám podařilo učinit v tomto prostoru přístupové chodby do pohřební komory, peut-être aussi des fragments de sarcophages en granit rouge, zlomky žulového sarkofágu faraona, et qui sait, pravděpodobně také zbytky jeho sa pohřební momie. výbavy. A kdo ví, možná snad i zbytky jeho mumie. Si l'on trouve la momie de Raneferef, ce roi longtemps oublié sera le seul souverain de l'Ancien Empire à avoir été préservé dans sa tombe. Il avait probablement une vingtaine d'années quand il est mort. Sa pyramide n'était pas terminée, mais les rituels liés à sa résurrection avaient lieu dans le temple mortuaire. Werner a fait une autre trouvaille, des archives décrivant le culte du roi, qui ont confirmé l'importance de ce temple. Grâce aux papyrus découverts à cet endroit, nous avons appris que le temple mortuaire de Raneferef est resté un centre religieux très vivant pendant au moins 200 ans après la mort du roi. Environ 200 prêtres divisés en 5 équipes perpétuaient le culte du roi nuit et jour. La journée, ils apportaient diverses offrandes, du pain, de la bière, de la viande et des légumes. La nuit, des prêtres observaient les étoiles depuis la terrasse du temple et tenaient des registres. Les registres d'Abou Sir révèlent une bureaucratie obsédée par les moindres détails. On dressait des inventaires méticuleux du mobilier et des objets de culte, ainsi que des réserves, des livraisons de nourriture et des revenus des terres royales. Il y avait aussi des listes de services des prêtres chargés d'accomplir les rituels quotidiens. Il fallait entre autres, pour faire renaître l'âme du roi, habiller sa statue et déposer des repas somptueux sur les autels. Les prêtres mangeaient ce que le roi laissait. Selon un document, on égorgea 130 taureaux lors d'une fête d'un jour en l'honneur de la courte vie du roi. Pendant 200 ans, on a célébré le culte de Raneferef. Puis, on s'en est désintéressé et sa tombe a été oubliée. Quelques siècles plus tard, les Égyptiens ont abandonné la construction de ces édifices colossaux, mais pas leur quête de l'immortalité. Vers 1500 avant Jésus-Christ, le pharaon Thoutmôsis Ier ordonnait à son architecte Inéni de lui construire une tombe. Sur la rive ouest du Nil, en face de Thèbes, le plus important centre religieux de l'Égypte, cet architecte a trouvé le site idéal. Un ravin isolé, dominé par une montagne en forme de pyramide, El Kourn. C'est là, creusant à même la roche, qu'il a bâti la tombe. Persuadé que le corps de son pharaon serait en sécurité, Inéni a laissé une inscription émouvante sur les murs de sa propre sépulture, à quelques kilomètres de là. « Moi seul ai suivi la construction de la tombe de Sa Majesté, personne ne voyant, personne n'entendant. » Finalement, une vingtaine de pharaons ont été enterrés dans ce site, appelé aujourd'hui la vallée des rois.
Une profusion de textes ornant les murs assurait la vie éternelle aux souverains. Pendant que les Égyptiens se faisaient désormais ensevelir sous terre, les pyramides sont réapparues dans un royaume aussi ancien, mais moins connu. En Nubie, dans le Soudan actuel, se trouve un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Ces pyramides sont les reliques d'une civilisation autrefois puissante, le royaume de Kouch. L'histoire de ces pyramides remonte environ au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Depuis des siècles, l'Égypte convoitait les richesses de Nubie. Les Kouchites régnaient sur de vastes gisements d'or et de minéraux. Ils dominaient aussi les principales routes commerciales qui menaient au cœur de l'Afrique. Sous le règne de Thoutmôsis III, l'Égypte a enfin conquis la Nubie et le royaume de Kouch. « 700 ans plus tard, les dirigeants kouchites prétendaient à leur tour au trône égyptien. Une montagne nubienne au sommet aplati, le Djebel Barkal, était au centre de leurs revendications. La montagne fascinait les Égyptiens. Sur son flanc ouest, une aiguille à la forme étrange leur donnait à croire qu'elle était sacrée. L'archéologue américain Tim Kendall du musée des Beaux-Arts de Boston dans le Massachusetts a passé des années à explorer les secrets du Djebel Barkal. Quand les Égyptiens sont venus ici, ils ont vu dans cette étrange formation rocheuse un symbole familier, un cobra dressé, l'uréus, symbole royal que les souverains portaient sur leur couronne. La silhouette du cobra semble revêtue de la couronne blanche qui représente le royaume du Sud. Le cobra et la couronne blanche étaient preuve de la présence d'Amon-Ré, le plus important des dieux égyptiens, dont le lieu de culte principal était le temple de Karnak à Thèbes. Ils croyaient qu'une forme du dieu à tête de bélier vivait à l'intérieur de la montagne. Sa présence signifiait qu'il régnait sur toute la vallée du Nil, y compris la Nubie. En l'honneur d'Amon-Ré, les rois kouchites ont construit un temple dans le rocher. Et sur un des murs, ils ont représenté la montagne sacrée et le Dieu Tout-Puissant. Dans ce temple construit par Taharqa, le plus grand des dirigeants kouchites d'Égypte, il y a une peinture du Djebel Barkal. On peut voir comment ils l'ont représenté. Ici se trouve la falaise. La montagne est peinte en brun rouge et à l'intérieur est assis le dieu à tête de bélier. L'Amon nubien a toujours une tête de bélier. Ici, on l'appelle Amon, seigneur des trônes des deux terres dans la montagne pure. C'est le nom qu'on donne au Djebel Barkal. Ici, on remarque la grande cime, représentée par un cobra dressé, l'uréus, avec un disque solaire sur la tête. C'est ce qu'on voit quand on se trouve à l'ouest de la montagne. Le rocher est entouré d'un globe. Quand on se trouve là peu après le lever du soleil, on a l'impression que le soleil sort de la montagne et qu'il est perché au sommet du rocher. Vers 750 avant Jésus-Christ, les dirigeants kouchites sont devenus les pharaons légitimes de l'Égypte. Les 5 rois de la 25e dynastie égyptienne ont régné pendant 50 ans, adoptant les habits, les titres, l'art et l'architecture égyptiens. Ils ont inauguré une nouvelle ère de construction qui a duré 1000 ans et produit près de 200 pyramides.
c'est-à-dire plus que la totalité des pyramides égyptiennes. Les pyramides couchites ont un style particulier. Elles sont plus petites, plus pentues que les pyramides égyptiennes, et leur sommet est plat. Leurs chapelles d'offrande ressemblent à des temples en miniature. Pourtant, la différence la plus radicale n'est pas là. Les rois égyptiens construisaient leurs pyramides et ils étaient inhumés à l'intérieur. En revanche, les souverains couchites étaient ensevelis et l'on construisait ensuite leurs pyramides par-dessus. L'un de leurs plus grands sites funéraires se trouve à Méroé. Toutes les salles sépulcrales ont été pillées dans l'Antiquité, sauf une. La tombe d'une reine nommée Amanichaketo. Au siècle dernier, un aventurier italien, Giuseppe Ferlini, a découvert une cachette fabuleuse de bijoux en or. La découverte a déclenché une chasse au trésor et les pyramides ont été systématiquement vandalisées, parfois entièrement détruites. La dernière pyramide construite sur le continent africain date du IVe siècle de notre ère. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines. Mais le paysage de Méroé évoque toujours une tradition qui s'est perpétuée pendant 3000 ans et une civilisation qui, d'une certaine manière, a accédé à l'immortalité qu'elle convoitait tant.